Merci de nous rejoindre en direct pour cette édition spéciale sur France 3 à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux 7 militaires du 5e RHC de Pau. C'est l'unité la plus touchée par le drame de la collision de 2 hélicoptères le 25 novembre au Mali lors d'une action visant un groupe armé terroriste. Une cérémonie au sein du 5e régiment d'hélicoptères de combat au lendemain de l'hommage national aux Invalides à Paris. Cérémonie militaire privée qui débutera vers 15h. Nous avons été autorisés par l'armée à retransmettre ce moment de recueillement dans le respect des familles endeuillées que vous ne verrez pas à l'image, ainsi que de certains militaires qui ne peuvent pas être filmés par mesure de sécurité. Alors à mes côtés sur ce plateau, le général Alain Kaplan. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes officier des troupes de la marine, ancien attaché de défense au Niger et en Ouganda, sous-directeur de la coopération au ministère des Affaires étrangères. Un mot d'abord, général, sur l'hommage national hier aux Invalides que l'on va voir en images. Au-delà de l'émotion suscitée par cette cérémonie, est-ce aussi la prise de conscience finalement pour le grand public que la France est toujours en guerre ? Écoutez, j'en ai bien l'impression, parce que si je me réfère aux témoignages que l'on a pu voir faits par les différents journalistes qui interviewaient la population, celle-ci se sentait particulièrement concernée par ce drame qui nous a touchés. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite prise de conscience quand même que la France était en guerre, même si c'est une guerre éloignée. D'ailleurs, le président de la République a parlé lui-même, employé le terme de guerre. Certes, elle est loin de nos frontières, mais nous y envoyons des hommes et nous y perdons des hommes. Et 41 soldats français sont décédés au Mali depuis le début de cette opération Barkhane de lutte contre les terroristes. C'est un lourd tribut quand même. C'est un lourd tribut depuis l'engagement des forces armées françaises, c'est-à-dire le mois de janvier 2013, qui en fait a vu la succession de 2 opérations. Dans un premier temps, l'opération Serval, qui visait à bloquer l'arrivée des groupes armés terroristes. Et puis dans un deuxième temps, à partir d'août 2014, l'opération Barkhane qui est toujours en cours. Opération donc, durant laquelle 13 soldats français sont décédés lors de la collision de 2 appareils en vol, dont 7 militaires du 5e régiment d'hélicoptères de Pau, d'hélicoptères de combat de Pau. C'est là que nous allons voir les images de l'arrivée il y a quelques minutes des différents officiels, des militaires, anciens combattants qui vont participer à cette cérémonie privée, cérémonie militaire que nous allons vous faire vivre durant cette prochaine heure et demie sur France 3. L'arrivée des officiels militaires, anciens combattants que vous allez peut-être voir à l'image. En tout cas, sur place, nous retrouvons au 5e RHC de Pau Éric Poussard. Vous êtes sur le tarmac de cette base d'hélicoptères au 5e RHC qui, précisons-le, est la plus grande base d'hélicoptères d'Europe. Sait-on, Éric, comment va se dérouler cette cérémonie d'hommage ? Oui, écoutez Vincent, elle va se dérouler, elle débutera à 15h, mais les régiments, vous l'avez vu, sont déjà en place sur le tarmac. Des proches également ont pris place à côté. Elle va se dérouler de la façon suivante. On vient de nous donner l'organisation. Il y aura évidemment l'arrivée des autorités, le salut à l'étendard, la revue des troupes, l'arrivée ensuite des cercueils pendant la cérémonie, un éloge funèbre, des honneurs funèbres et puis le départ des cercueils. Et d'ailleurs, après le départ de ces 7 cercueils, eh bien, ils vont traverser toute la base du 5e régiment d'hélicoptères de combat pour se rendre vers la sortie. Ils sortiront de la base officiellement après cette cérémonie. Ce sera sans doute un moment très émouvant également, avec peut-être des Palois qui seront présents, parce qu'on sait que cette cérémonie est privée, elle est réservée vraiment aux proches et aux militaires, mais les Palois étaient aussi très intéressés par ce qui s'est passé, très touchés, très proches. Ils auraient souhaité sans doute avoir d'autres façons de le manifester. Eh bien, les cercueils sortiront de la base donc en fin de cérémonie tout à l'heure. Merci Éric Poussard pour ces précisions. On vous retrouvera durant cette cérémonie et ces préparatifs. Vous êtes avec Olivier Lopez pour les images. Général Alain Kaplan, nous allons revenir ensemble sur le parcours de ces 7 soldats du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau donc, qui sont morts au combat. Un mot d'abord sur cette cérémonie privée, entre guillemets, militaire qui a lieu aujourd'hui à Pau. Pourquoi le besoin d'un dernier adieu ensemble au sein de cette famille militaire ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, je pense que le 5e RHC et peut-être plus largement la communauté de l'aviation légère de l'armée de terre souhaitait rendre un dernier hommage, peut-être un dernier adieu à ses frères d'armes
dans un cadre plus resserré, dans leur cadre finalement de leur vie quotidienne, l'endroit qu'ils ont connu avant leur départ en opération au Mali. Ça permet probablement aux familles qui après auront à se retrouver seules pour les obsèques familiales, privées. Cela permet à toute cette communauté aéronautique de se retrouver. Le fait aussi de mourir en opération extérieure, il y a une forme de dématérialisation de la mort finalement pour ceux qui restent. Eh bien, effectivement, ça se passe très loin. Ceux qui sont partis déjà il y a longtemps. L'issue a été funeste. Donc c'est une manière aussi là à la fois de resserrer, d'avoir peut-être un peu plus de proximité avant le dernier adieu privé. Alors on va revenir sur le parcours de ces 7 militaires donc, tués au combat. Ils avaient entre 28 et 35 ans. On voit hier qu'un hommage national leur a été rendu aux Invalides. La plupart étaient pères d'un ou plusieurs enfants. Pour les uns, c'était leur première opération extérieure. Pour les autres, ils avaient été projetés 4 voire 5 fois au Mali. Alors, parmi ces hommes, il y a le capitaine Nicolas Méjard, qu'on va voir à l'écran, 35 ans. Il avait été formé pilote de Tigre à l'école d'aviation légère de l'armée de terre à Dax, puis chef de patrouille. Il avait rejoint le 5e RHC en 2014. Il servait la France depuis 14 ans et il avait été projeté 4 fois déjà au Mali entre 2015 et 2017. Ensuite, l'adjudant chef Julien Carrette, il avait 35 ans. Il avait été projeté au Mali en novembre comme mécanicien navigant sur Cougar. L'un des 2 hélicoptères accidentés était père de 2 enfants. Il s'était engagé à 18 ans dans l'armée de terre, au 48e régiment de transmission d'Agen. Et puis il a été formé ensuite au RHC. Et ses parents vivent à Lérac, près d'Agen. Un hommage sera rendu samedi et ses obsèques auront lieu mercredi à Mazerolles en Béarn. Mazerolles où il y a un rassemblement ce soir qui est prévu à 19h. En sa mémoire. Il y a également le capitaine Benjamin Gireux, qui était pilote de Cougar, donc l'un des 2 appareils, un appareil de transport de troupes. Il était au RHC depuis 2011 et cela faisait 10 ans qu'il servait la France. Il avait mené 4 missions dans l'opération Barkhane, puis une 5e en 2019, donc cette année, comme pilote Cougar. C'était un passionné de montagne. Il était donc à Pau sur des terres qu'il aimait beaucoup. On va entendre à présent le témoignage de Philippe Sals de Saint-Paul. C'est le père du caporal-chef Romain Sals de Saint-Paul, 35 ans, qui est décédé lui aussi lors de cet accident. Il était marié, père de 2 fillettes de 3 et 7 ans. Son père lui a rendu un hommage vibrant le lendemain de l'annonce du décès de son fils. Un homme qui a perdu sa femme il y a 9 ans et qui aujourd'hui donc vit la mort de son fils avec beaucoup de fierté malgré la souffrance. Voici son témoignage recueilli par Jean-François Giat et Nicolas Pressigou. Un sentiment qui est difficile à cerner, puisqu'il y a quand même un sentiment de profonde tristesse, de profonde déchirure. Romain n'avait que 35 ans, il avait quand même la vie devant lui, je trouve un peu injuste, effectivement, cette mort si précoce. J'en veux à personne, je regrette simplement, effectivement, qu'il n'ait pas pu accomplir tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il souhaitait. Romain était un jeune que nous avions adopté, qui était d'origine colombienne, qui effectivement a toujours eu quelques difficultés avec l'intégration en France. Et je crois qu'il voulait quand même rendre à la France ce qu'elle lui avait donné. Je crois que pour lui, c'était très important. C'était un garçon très attachant, très rieur, c'était très franc, qui était très famille, qui effectivement, mon épouse est décédée il y a 9 ans, presque jour pour jour, et qui disait qu'il ne passait pas un jour sans penser à sa mère, en fait. C'était sa 3e OPEX au Mali. Je savais qu'effectivement, il y avait un risque.
indéniable. Il était conscient lui aussi qu'il risquait sa vie, mais qu'effectivement il y avait des valeurs à défendre, que la liberté était plus importante que tout et qu'effectivement, peut-être qu'un jour il serait obligé de donner sa vie, c'est ce qu'il disait. Alors, général, la mort fait partie du quotidien des militaires qui sont notamment en opération. Vous avez encadré beaucoup d'hommes. Comment on vit cette situation en tant qu'encadrant ou en tant que militaire de base, de terrain? En fait, la mort, on y pense parfois. C'est une des éventualités puisque finalement, le fait de partir au combat fait que ça peut à un moment mal se passer. Mais ça n'est pas pour autant une obsession permanente, auquel cas nous ne serions plus capables de remplir notre mission. Alors ça c'est pour pour le combattant, pour le militaire proprement dit. Au niveau de sa famille, ça peut être vécu différemment, mais généralement les familles s'accommodent de vivre avec cette éventualité de mort ou de blessure très grave. Voilà, ouais, tout à fait. On va, avant de suivre la cérémonie d'hommage à ces 7 militaires décédés, cérémonie au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, on va terminer la liste de ces 7 hommes morts au combat. Donc, alors, il y a également eu le capitaine Clément Frison-Roche, âgé de 28 ans. Il allait avoir 28 ans le 9 décembre précisément. C'était sa première opération extérieure. Donc là, c'est quand même violent pour la famille, peut-être plus que pour les autres. C'est particulièrement violent. Il était finalement en activité opérationnelle depuis peu et dès la première fois, ça se passe mal, très mal. Et je pense que la famille, effectivement, doit vivre ça particulièrement douloureusement, comme toutes les autres familles également aussi. Il était pilote de Tigre, un hélicoptère de combat, l'un des 2 appareils accidentés. Il était au 5e arraché depuis 1 an. Il a grandi en Lot-et-Garonne. Il était lui aussi passé par l'école de Dax, qui forme tous les pilotes d'hélicoptères. Il avait une fillette de 9 mois et ses obsèques auront lieu mercredi à Villeneuve-sur-Lot. Dans la macabre liste, le lieutenant Alex Maurice, 31 ans, il était lui aussi pilote. C'était sa 3e mission, lui, en revanche, au Mali. Il s'était engagé en 2011. Il avait été projeté au Mali dès 2017. Sa famille vit au Tech, en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. C'est là où il sera inhumé. Un hommage lui a été rendu aussi dimanche. Et il y a un registre de condoléances qui est en place à la mairie du Tech. Et puis le lieutenant Pierre Bockel, 28 ans. C'est le fils de l'ancien ministre et sénateur Jean-Marie Bockel que nous avons rencontré. Le lieutenant avait été formé lui aussi à l'école de pilote à l'Éalat de Dax, puis à Luc en Provence. 4 missions au Mali. Il allait se marier. Et Jean-Marie Bockel, que nous avons rencontré, donc son père, est évidemment sous le choc, mais fier lui aussi de son fils et de la mission menée par la France dans l'opération Barkhane. Son témoignage avec Francis Mazoyer et Patrick Wustom. C'est une douleur indicible, on n'est jamais préparé, même si on connaît le risque, même si notre fils connaissait le risque. Évidemment, avec nous, il le minimisait toujours pour nous rassurer, il plaisantait, mais nous savions aussi qu'il était fier de sa mission, passionné par ce qu'il faisait. Mais c'est un choc terrible pour toutes les familles, car nous sommes 13 familles aujourd'hui qui sommes au même niveau de douleur. Son rôle, c'était d'être pilote. Il avait à ses côtés un chef de bord. Ça, c'est une qualification qui vient plus tard dans le cursus. Lui était pilote, et c'était un pilote chevronné, je le répète, puisque c'était sa 4e opération extérieure sur ce type d'appareil et qu'il avait déjà eu par le passé des missions sensibles comme pilote. On doit être fier, parce que cet engagement, il était nécessaire lorsque la décision a été prise. Il faut parfois se dire que se serait-il passé dans cette région de l'Afrique s'il n'y avait pas eu cet engagement. Ce serait le chaos aujourd'hui, ce seraient des djihadistes partout, et pour notre sécurité, ce serait également une menace beaucoup plus forte. Nous le devons à nos fils morts, à la fois d'être fiers de ces héros, d'assumer pleinement ce que nous avons fait, nous la France. La France, c'est pas n'importe quel pays, et en même temps, nous devons aussi, c'est aussi notre devoir, et c'est aussi l'hommage et le devoir que nous leur devons, réfléchir à que faire.
Voilà, pour le témoignage du père de Pierre, du lieutenant Pierre Bockel, qui est donc décédé, qui fait partie des 7 militaires du 5e RHC décédés au combat. La cérémonie d'hommage militaire se prépare. Voici les images tournées il y a quelques minutes de l'arrivée des délégations officielles, des anciens combattants, des militaires qui vont participer donc à cette cérémonie qui devrait durer une petite demi-heure à partir de 15h. Nous allons vous la faire vivre en direct dans ces prochaines minutes. Il y aura un salut au drapeau, la revue de troupes, une éloge funèbre et le départ des 7 cercueils qui traverseront donc toute la base, nous expliquait Éric Poussard, avec une haie d'honneur qui les amènera vers l'extérieur de ce 5e régiment d'hélicoptères de combat. Alors, environ 150 hommes sont engagés, du 5e RHC sont engagés en ce moment au Mali. 7 sont donc tombés la semaine dernière. Que sait-on de ce qui s'est passé lors de ce vol lundi 25 ? Voici les détails, regardez. L'un des pires accidents qu'ait connu l'armée française, le plus lourd bilan humain depuis 36 ans. 13 militaires sont morts pendant une opération de combat contre des djihadistes au Sahel. Il est 19h40 dans la région de Liptako au Mali, lorsque 2 hélicoptères de l'armée de terre se percutent en plein vol. Un hélicoptère de combat Tigre comme celui-ci et un Cougar qui évoluait à basse altitude. À l'intérieur des 2 appareils, 13 soldats. 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef. Aucun n'a survécu. Selon les premiers éléments communiqués par le ministère des Armées, les 2 hélicoptères arrivaient sur la zone pour appuyer des commandos au sol qui traquaient un groupe djihadiste. 7 militaires appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des 13 militaires qui étaient à leur bord. 13 militaires exceptionnels, 13 héros morts pour la France. Général, le terme « mort pour la France » est important pour l'armée. C'est important pour l'armée, c'est important pour le militaire qui est tombé, et ça veut dire qu'il est tombé au combat pour défendre notre pays, notre patrie, la France. C'est extrêmement important pour lui. Il ne s'agit pas d'une mort, je dirais, banale, d'un accident de la route. C'est une mort au cours d'une opération de combat engagée dans le cadre d'hostilités bien déclarées. Alors, nous irons dans quelques instants, nous retournerons sur le tarmac du 5e régiment d'hélicoptères de combat, mais on parle beaucoup de l'opération Barkhane et de l'engagement du 5e RHC. Quelles sont les missions de ces militaires dans cette opération Barkhane, sachant qu'il y a environ 4500 militaires français qui sont engagés pour l'opération pour laquelle 41 de nos soldats sont tombés depuis 2013. Regardez. Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval, ce sont 4500 soldats qui peuvent opérer dans une vaste zone sahélienne, 5 pays, la plus importante opération française à l'étranger. Pour quelle mission ? Barrer la route aux djihadistes dans la région. Quelques milliers de combattants affiliés à Al-Qaïda ou Daesh, des cellules mobiles qui multiplient les actions ciblées, un harcèlement quotidien difficile à appréhender. Cette zone est très vaste, mais aussi elle demande beaucoup de réactivité de la part de nos forces, parce que les terroristes attaquent où ils le souhaitent, où ils le veulent. C'est plus diffus, mais c'est aussi beaucoup plus dangereux, puisque ça peut éclater à peu près n'importe où et qu'on ne peut pas être présent partout. Une mission dangereuse, pour quel résultat ? Malgré la bataille entamée en 2013 au Mali, les djihadistes semblent difficiles, voire impossibles à contrer, dans des zones fragilisées par la pauvreté et les conflits intercommunautaires. L'intervention n'a pas réussi à empêcher la menace de se propager, notamment vers le Burkina Faso voisin. Néanmoins, l'engagement français avec l'ONU et en soutien aux armées locales a provoqué un changement majeur. C'est d'empêcher la reconfiguration, la reconstruction d'un mini-État djihadiste comme celui qui existait avant l'opération Serval de 2013. Donc une partie du travail de Barkhane, c'est de lutter contre la capacité des djihadistes à réinstaller un cancer majeur, territorial, à un endroit. La France affirme avoir neutralisé au total près de 600 djihadistes, dont encore récemment un important chef proche d'Al-Qaïda.
Quel tribut l'armée française a-t-elle payé à ces opérations complexes ? 41 militaires ont perdu la vie au Sahel depuis 2013, dans cette lutte contre un ennemi souvent invisible, mais toujours très offensif. 41 morts, dont 13 la semaine dernière. Et parmi ces 13 hommes tombés au combat, 7 du 5e RHC de Pau, où l'on retrouve en direct Éric Poussard. Vous allez suivre la cérémonie d'hommage militaire privé que nous pouvons retransmettre cet après-midi. Les différentes délégations sont en train d'arriver dans cette base qui est habituellement rarement ouverte au public, Éric. Absolument, Vincent. On attend 800 personnes sur cette base aujourd'hui. Alors évidemment, les proches des soldats tombés au Mali, ils sont arrivés, ils se mettent en place. Des amis aussi qui ont pris place. Et puis les régiments, alors des régiments invités, l'étape et puis les forces spéciales qui sont juste à côté. Et puis surtout, les membres du régiment qui n'ont pas pu aller hier aux Invalides à Paris. Une centaine seulement de soldats ont pu s'y rendre. Et on sait que la base de Pau compte environ 1 millier de personnes. La cérémonie va débuter dans quelques instants. On a vu passer également les élus, les députés ici, ou encore le président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre. Il reste quelques minutes avant le début de cette cérémonie maintenant. Merci Éric Poussard, à tout à l'heure. Alors, cet hommage rendu aujourd'hui intervient après un autre hommage très symbolique, mercredi matin, rendu par l'armée de l'air. Alors, 7 camarades de l'armée de terre morts au combat donc au Mali, 2 rafales, vous le voyez, 2 rafales venues de Mont-de-Marsan, ont survolé le 5e régiment d'hélicoptères de combat endeuillé lundi dernier. Le 5e RHC qui a repris l'entraînement le jour même avec notamment des exercices de largage de troupes sur le tarmac. Le tarmac donc où va avoir lieu cette cérémonie générale. À quel code répondent ce type de cérémonie militaire ? Bien, la partie la plus importante peut-être va être l'éloge qui va être faite, qui va retracer plus ou moins brièvement la carrière de chacun des militaires morts au combat. Et on voit l'alignement des troupes aussi. C'est-à-dire que les cérémonies militaires sont généralement très strictes, rigoureuses, et répondent à un processus très codé, très formaté. Si vous voulez, dans un premier temps, on accueille bien souvent, hors de la présence de l'autorité, le drapeau ou l'étendard pour le cas du 5e RHC. Donc on rend les honneurs à cet étendard, ce sont les troupes présentes qui le font. Ensuite, l'étendard rejoint les rangs, c'est-à-dire le dispositif. Ensuite, arrivée des autorités qui viennent saluer le drapeau ou l'étendard dans le cas précis. Ensuite, il y a les éloges, la sonnerie aux morts, la minute de silence, la Marseillaise. Éventuellement remise de décoration comme ce fut le cas hier. Et ensuite, le départ des dépouilles mortelles portées par les camarades. On voit tous ces hommes alignés là, sur ces images en direct sur le tarmac du 5e RHC. Ils portent tous le béret bleu. Alors, c'est le béret bleu, c'est le béret bleu ciel que l'on voit en fait, et le béret de l'aviation légère de l'armée de terre. Chacune des spécialités de l'armée de terre a une couleur différente. Par exemple, pour les parachutistes, le béret est rouge. Pour la Légion étrangère, le béret est vert. Ça se traduit aussi sur la couleur des képis. L'arme blindée cavalerie a des képis de différentes couleurs, mais bleu ciel ou noir. Les troupes de marine ont un képi bleu marine. Voilà, cela permet aussi de s'identifier entre nous. Le 5e RHC qui est implanté à Pau depuis 1977, c'est la plus grande base d'hélicoptères d'Europe, avec une petite centaine d'appareils. Et même si ce sont des appareils, on parle bien de l'armée de terre. Hein. On parle bien de l'armée de terre. En fait, la présence d'aéronefs légers dans l'armée de terre remonte pratiquement à la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des avions d'observation pour régler les tirs d'artillerie. D'accord. Alors nous allons prendre la direction justement du tarmac de Pau. On va peut-être retrouver Éric Poussard qui suit cette cérémonie pour nous. On voit les différents hommes
et femmes qui sont alignés sur le tarmac dans l'attente du début de cette cérémonie d'hommage militaire privée en présence des familles qui ne sont pas filmées lors de cette retransmission, ainsi que certains militaires de forces spéciales. Général, c'est normal que l'anonymat de ces forces spéciales soit conservé. Tout à fait, pour eux, il y va de leur sécurité. De même que vous avez pu remarquer que depuis quelques années maintenant déjà, on ne donne plus les noms de famille de peur d'actes malveillants contre telle ou telle personne. Généralement, on se contente du grade et du prénom. Sur cette base du 5e RHC, il n'y a pas que des pilotes, il y a des combattants, des commandos qui interviennent sur le terrain. Alors il y a quelques commandos, mais quand même pour l'essentiel, ce sont des gens de la LAT qui sont autour du service des machines. D'accord. Voilà. Donc une centaine d'hélicoptères basés à Pau. On va revenir un instant sur l'hommage national qui a été rendu hier aux Invalides. Une centaine de militaires de ce 5e RHC qui se préparent à rendre hommage aux siens étaient présents aux Invalides. Une cérémonie particulièrement émouvante que nous retrace Nicolas Rançon. 11h30 sur l'esplanade des Invalides, les Parisiens se recueillent au passage des 13 cercueils. 13 militaires morts la semaine dernière au Mali. Soldats en uniforme, vétérans et civils, ils sont venus nombreux. Tous applaudissent le cortège. Les unes après les autres, portés par leurs frères d'armes au béret bleu, les dépouilles des 7 soldats du 5e RHC sont placées dans la cour des Invalides. Dans le public, 2500 personnes, de jeunes béarnais, des anciens présidents, anonymes, familles de victimes, militaires et politiques. La France honore ses soldats et les 7 membres du régiment palois. 7 parcours exemplaires, 7 soldats d'exception, 7 hommes d'exception. Et une même famille, celle de l'aviation légère de l'armée de terre, des bérets bleu cobalt, du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, un régiment d'élite qui a tant donné au pays et lui donne tant encore chaque jour. Le président a remis la Légion d'honneur à titre posthume à tous ses soldats. Ces soldats auxquels le 5e RHC va rendre honneur ont également été élevés au grade supérieur. Général, on va se rendre sur le tarmac du 5e RHC de Pau. On voit à l'image les troupes qui sont alignées. Et quel est l'appareil que l'on voit derrière nous? C'est l'un des appareils qui sert au Mali. C'est l'un des transports de troupes. Je ne vois pas très bien. En fait, il y a plusieurs types d'appareils. Il y a Cougar, il y a plusieurs types. Alors, il y a des Cougars ou des caïmans. Je pense que c'est un caïman. D'accord. En fait, comment va se dérouler la cérémonie qui doit commencer d'ici 2-3 minutes? On voit que les hommes et les femmes sont à présent au garde à vous dans l'attente du début de la cérémonie. En fait, là, on est directement sur le tarmac du 5e RHC de Pau, dans l'attente de l'arrivée des 7 cercueils au milieu de cette cérémonie qui va débuter dans un instant. Les honneurs et les honneurs du 5e régiment d'hélicoptères de combat vont être rendus par le lieutenant-colonel Karl Farman.
En général, on voit le fanion, c'est ça? Alors, c'est l'étendard du 5e RHC. Il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des honneurs à l'étendard, au début de la cérémonie, en principe avant l'arrivée des autorités. C'est une musique militaire classique, mon général. Tout à fait, c'est une sonnerie tout à fait réglementaire pour ce genre d'honneur à l'étendard. Reposez. Repos. Aux ordres du lieutenant-colonel Carl Flambry, le 5e régiment d'hélicoptères de combat, régiment du BA, est rassemblé et entouré par l'ensemble des unités de l'aviation légère de l'armée de terre. Des délégations d'unités extérieures ont tenu à être présentes à leur côté, ainsi que de nombreux proches et amis des défunts. Le lieutenant-colonel Carl Flambry va dans quelques instants accueillir les autorités civiles et militaires. Celles-ci iront ensemble saluer l'étendard du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Puis le général de division Bertrand Valenfezia, accompagné par le général de brigade Frédéric Gou, commandant la 4e brigade d'aérocombat, passera le combat. Donc, en attendant le Bravo. Présentez. Ordre. En général, on voit notamment François Bayrou, le maire de Pau, sur ces images. Les autorités militaires également, vous les distinguez? Je ne reconnais pas En fait, je ne reconnais pas bien l'autorité qui préside, qui est le général là, qui s'avance en premier. Également le président du département qui se rend pour la revue des troupes. Et on découvre au loin sur l'image donc les 7 véhicules qui transporteront les cercueils des 7 militaires du 5e RHC.
Général, la mort de 7 camarades, quel impact ça a sur la vie du régiment à Pau? Bien entendu, c'est un drame. C'est un drame, tout en sachant que cela fait partie, bien entendu, des activités opérationnelles engagées. Après, chacun le ressent à sa manière. Il y a les proches camarades pour qui c'est vraiment dur à vivre. D'ailleurs, ça se voyait très bien hier lors de la cérémonie à Paris. Mais ce sont toujours des moments particulièrement difficiles à vivre. Mais très vite, la vie doit reprendre, que ce soit à Pau l'entraînement, la formation, que ce soit sur le terrain les opérations. Il n'y a pas d'arrêt pour s'apitoyer. Il faut tout de suite repartir. Ce type de cérémonie participe aussi peut-être à passer le cap. Tout à fait. C'est un franchissement. Après, on tourne la page. On ne peut pas dire clairement on tourne la page, mais on reprend le cours normal de l'existant. Mais cette cérémonie aussi marque un peu tout le respect, tout l'attachement qu'on doit aux morts au combat, aux morts pour la France. On voit le colonel Karl Flambry, qui est le commandant second de la base, qui est en train de passer en revue les troupes qui sont alignées sur le tarmac pour cet hommage militaire privé aux 7 hommes tombés au combat donc, lundi dernier, en présence des familles qui, je vous le rappelle, ne sont pas filmées durant cette retransmission, ni certaines forces spéciales qui doivent rester dans l'anonymat. Ça a un impact également pour les hommes qui sont en mission, les hommes et les femmes qui sont en mission sur le terrain lorsqu'il se passe un drame comme celui exceptionnel par son ampleur de lundi dernier. Bien entendu. Comment on fait, quels sont les mots, par exemple, que l'encadrement peut tenir aux troupes dans une telle situation, vous qui avez encadré des hommes? Les mots sont différents suivant chaque chef qui imprime sa personnalité, enfin qui a sa personnalité propre. Ce sont bien souvent des mots de regret et puis des mots de respect pour leur engagement jusqu'au terme final. Le symbole de l'engagement, mourir pour la nation. Est-ce qu'il est présent aujourd'hui dans la société à votre avis? Il est présent chez certains, à mon avis peut-être plus qu'il y a 10 ou 20 ans, même s'il y a 10 ou 20 ans il y avait des gens qui s'engageaient, qui étaient prêts à mourir pour leur pays. Je pense que depuis, ça ramène un peu à la première question que vous m'avez posée, est-ce que la France a conscience d'eux? Oui, je crois que depuis les attentats de 2015 et peut-être même ceux de 2012, je pense que la France a pris conscience que quelque chose s'était passé, que bien sûr, alors il y a ces engagements lourds dans le cadre d'opérations de guerre, mais il y a aussi le quotidien avec les attentats, que ce soit à Nice, que ce soit au Bataclan, ou des attentats qui ont touché beaucoup plus de manière individuelle. Donc après la revue des troupes, il va y avoir l'éloge funèbre, puis le départ des 7 cercueils qui traverseront donc toute la base à travers une haie d'honneur qui les mènera juste à l'extérieur du 5e RHC de Pau, où se déroule donc cette cérémonie d'hommage militaire privée. Nos frères Nicolas, Benjamin, Clément, Alex, Pierre-Emmanuel, Julien et Romain vont maintenant rejoindre le cœur du dispositif. Ce matin, leurs camarades ont pu se recueillir auprès d'eux, leur rendant ainsi un dernier hommage de combattant à combattant. Le général de division Bertrand Valette d'Ozia lira ensuite l'ordre du jour.
la sonnerie aux morts saluera le sacrifice de nos 7 héros tombés au champ d'honneur. Elle sera ensuite suivie d'une minute de silence. Une patrouille de 2 hélicoptères les accompagnera pour un dernier envol. Le chant d'Allah clôturera ce moment solennel. Donc on voit les corps des 7 militaires tombés au Mali lundi dernier lors du crash entre 2 hélicoptères qui étaient en formation de combat, un hélicoptère Tigre et un hélicoptère Cougar. Quelle est la différence en général entre ces 2 appareils, entre le Tigre et le Cougar? Alors le Cougar est un hélicoptère de transport, de manœuvre, donc il emporte, et c'était le cas avec les commandos montagne du régiment de chasseurs de Gap. Le Tigre, lui, est un hélicoptère d'attaque, c'est-à-dire qu'il a pour mission, pour capacité également de délivrer des armes, des munitions vers le sol. Alors cela, en particulier pour le Tigre, c'est un canon de 30 mm avec une cadence de tir rapide, très rapide. Et puis il peut délivrer aussi des roquettes pour tirer justement sur des assaillants, ce qu'on appelle des hélicoptères d'appui, souvent appui destruction, donc qui visent à tirer sur des hommes armés qui sont en train d'attaquer ou pour les fixer au sol par le feu des armes. C'est toujours des conditions de combat difficiles parce que, bon alors là, il faisait nuit noire lors de l'accident, mais en tout cas il y a beaucoup de sable. Vous qui connaissez bien l'Afrique, vous savez que c'est des conditions souvent de combat difficiles, peut-être plus qu'ailleurs? Alors ce sont des conditions de combat très difficiles. Dans le cas présent, effectivement, il y avait la nuit. Ils étaient dans des conditions où les troupes au sol avaient déjà engagé, avaient déjà accroché l'ennemi. Mais au-delà de ça, donc ils sont très proches les uns des autres, ils sont aussi proches du sol. Et il peut y avoir de la poussière, le sable dans ces zones-là ne ressemble pas au sable de nos plages. C'est du sable qui est en poussière, qui est plus virulent. C'est plus proche de la farine ou du ciment que du sable de nos plages. Donc qui rendent les conditions très difficiles. Ce qui est aussi particulier, notamment dans la journée, c'est la chaleur. Je suis toujours surpris de me rendre compte que, en fait, les images ne rendent jamais compte de la chaleur épouvantable qu'il règne au sol. C'est quand vous devez intervenir par 40 degrés, parfois avec des nuits glaciales, bien entendu, et des températures qui avoisinent 40-45 degrés, particulièrement éprouvant pour les hommes et aussi pour les matériels. Pour les machines également. Alors on parle des Cougars et des hélicoptères de combat. Il y a aussi des hélicoptères Caïman qui seront bientôt basés, pour lesquels un nouveau hangar est en chantier en ce moment autour du 5e arraché de Pau. Ce sont le chantier Les Grues que l'on voit au loin derrière le passage du cortège des 7 corbillards. Rappelons que le 5e arraché, c'est la plus importante base d'hélicoptères d'Europe de l'armée de terre. Et tous ces pilotes ont été formés chez nous, à Dax. Alors les pilotes sont formés à Dax et également au Luc en Provence, où il y a une grosse base de formation. Mais là, le 5e RHC dispose de moyens de formation et d'entraînement, je dirais, derniers, avec des
des technologies particulièrement en point, des simulateurs de vol en conditions tactiques, pouvant faire évoluer plusieurs machines en même temps. Les 7 cercueils ont été rapatriés ces dernières heures après la cérémonie d'hommage aux Invalides à Paris. Ils avaient été transférés dès la semaine dernière après le passage de la ministre des Armées pour un hommage au Mali après le drame. Et donc cette cérémonie d'hommage réservée aux militaires et aux familles qui sont sur le 5e, sur la base du 5e RHC de Pau. Ces 7 militaires qui ont tous été décorés de la Légion d'honneur et promu au grade supérieur, c'est-à-dire un grade supérieur à celui que vous avez pu lire sur les photos qui ont défilé tout à l'heure. Ça c'est important pour les familles, ce grade supérieur? C'est important, oui, c'est également une marque de reconnaissance, de reconnaître ses qualités par l'attribution d'un grade supérieur. Vous, quand vous commandiez des hommes, c'était un moment redouté, ce genre de cérémonie, la mort d'hommes au combat? Ce que l'on redoute avant tout, c'est d'abord l'annonce de la mort au combat, oui. Parce que c'est toujours un choc, ça c'est la première chose. Le deuxième choc, c'est d'aller prévenir les familles, les épouses, les compagnes, toujours très 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 dur. En général, en fait, les 7 cercueils sont face aux familles que nous ne voyons pas, en fait, qui sont derrière la tribune officielle. Que va-t-il se passer maintenant lors de la cérémonie? Normalement, le général, donc je pense une autorité qui préside la cérémonie, qui je crois est le général commandant Lalatte, va lire l'éloge funèbre pour chacun des tués au combat. Donc tous des frères d'armes Voilà, alors ils sont encadrés par leurs frères d'armes et proches. On sent la proximité du reste du régiment. Quand on parle de corps, c'est tout à fait ça, là, on voit cette... C'est ça, c'est la cohésion obtenue par la masse, la solidarité, la camaraderie.
Ouvrez le banc. En fait, ça va être un ordre du jour. Ordre du jour numéro 2. D'accord. Officiers, sous-officiers, brigadier-chef, brigadier, militaires du rang et personnel civil du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Le 25 novembre 2019, dans la nuit noire du désert sahélien, le 5e RHC a été frappé en plein cœur par un terrible drame. 7 de ces aérocombattants, pilotes, mécaniciens, membres opérationnels de Soute, ont partagé le destin tragique de 6 autres frères d'armes, commandos de montagne. Ils s'étaient entraînés ensemble, avaient partagé la même vie à terre avant de s'envoler pour combattre côte à côte. Alors que des troupes au sol menaient un combat difficile, ils étaient engagés pour apporter un appui rapide et puissant. Ils laissent la nation en deuil, qui a souhaité rendre à ses enfants l'hommage qu'ils méritaient. Ils laissent également leurs familles et leurs amis dans une tristesse incommensurable. En les honorant ici, devant toute la latte, active et anciens réunis, dans cette garnison de Pau où ils ont vécu, dans l'enceinte même où ils se sont entraînés, nous associons de façon éternelle leur nom à l'étendard du 5e RHC. Ils font partie des hommes qui remplissent résolument les missions que notre pays nous confie, en connaissant parfaitement les risques qu'ils encourent. Les risques de la guerre, les risques du vol de combat qui protègent et tout aussi bien exposent. Voilà ce qui fait d'eux des héros. Mais pour nous tous ici réunis, ils sont bien plus que des héros, ils sont des conjoints, des pères, des enfants, des camarades. Nicolas Mégard, votre parcours exemplaire de plus de 14 années au service de la France vous permet, après avoir servi 4 ans comme sous-officier tout près d'ici, à Tarbes, d'accéder à l'épaulette. Votre réussite dans vos responsabilités de chef de patrouille vous place naturellement à la tête de la 2e escadrille d'hélicoptères d'appui protection sur Tigre. Vos qualités de tacticien y sont reconnues. Et c'est comme commandant d'unité que vous êtes engagé à Barkhane pour un 5e mandat et que vous vous envolez ce 25 novembre. Marié, vous laissez 3 enfants. Mon commandant, nous nous souviendrons d'un chef à la fois exigeant et tellement soucieux de ses hommes, un homme de passion, qu'il s'agisse d'aéronautique ou de jeux de figurines. Benjamin Géreux, vous vous engagez comme officier sous contrat, pilote, et rejoignez le 5e RHC en 2011. Dès 2013, vous êtes engagé dans le cadre de l'opération Épervier au Tchad, puis en 2014 à Serval, au Mali, et à 4 reprises dans le cadre de l'opération Barkhane. Vous y étiez projeté depuis cet été pour la 5e fois en tant que pilote Cougar. Mon commandant, le montagnard que vous étiez laisse l'exemple d'un homme au grand cœur, toujours juste et prévenant. Clément Frison-Roche, après votre classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, vous êtes brillamment reçu à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Choisissez de servir dans l'aviation légère de l'armée de terre et de vous spécialiser sur Tigre. Immédiatement, vos qualités exceptionnelles de chef de patrouille sont reconnues. Vous êtes engagé pour la première fois dans le cadre de Barkhane en septembre 2019 et vous vous révélez comme un chef de patrouille déjà hors pair. Mon commandant, le camarade enjoué, fidèle, plein d'allant, était un chef charismatique, un homme de conviction spirituelle, mais aussi un mari et un jeune père de famille investi.
Alex Maurice, vous êtes affecté au 5e régiment d'hélicoptères de combat en 2016, après vous être engagé en 2011 comme officier sous contrat pilote et avoir été formé successivement comme officier aux écoles de Couët-Quidan, puis en tant que pilote de combat à l'EA Alat. Pilote expérimenté sur Tigre, ayant déjà dépassé 1000 heures de vol, vous êtes projeté à plusieurs reprises dans le cadre de l'opération Barkhane. Mon capitaine, vous aviez une âme de protecteur de votre compagne, des plus jeunes pilotes. Vous nous laissez un exemple de pilote accompli, sportif, modeste et rigoureux. Pierre Bockel, vous rejoignez les écoles de Couët-Quidan en 2011 comme officier sous contrat pilote et devenez pilote opérationnel sur hélicoptère de manœuvre Puma en 2015. Qualifié sur Cougar rénové en 2016, vous êtes affecté au 5e RHC et vous vous faites remarquer par votre investissement personnel admirable. Au cours de vos 4 engagements dans le cadre de Barkhane, depuis 2017, vous montrez une exceptionnelle qualité dans l'exécution des missions. Mon capitaine, vous resterez dans nos mémoires comme un officier passionné, à l'esprit vif et aux qualités humaines remarquables. Cinéphile averti, vous partagiez un grand projet de vie avec votre fiancée, avec laquelle vous attendiez un enfant. Julien Carrette, engagé dès 18 ans, vous intégrez l'École nationale des sous-officiers d'active en 2003 et rejoignez le 5e RHC comme mécanicien cellules et moteurs. Particulièrement brillant, vous obtenez la qualification de mécanicien volant sur voilure tournante. Votre carrière de plus de 17 ans au service de la France vous voit engagé dès 2006 en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération Licorne, puis au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, en Afghanistan, à nouveau au Sahel pour l'opération Serval, puis à Barkhane à plusieurs reprises. Major, mécanicien de référence de votre régiment, vous étiez passionné de moto, vivant votre vie à plein régime et dévoué à votre compagne et vos 2 enfants, sachant toujours leur consacrer le meilleur de votre temps. Romain Salle de Saint-Paul, vous vous engagez en 2009 au 5e RHC, êtes qualifié marqueur-baliseur et devenez opérateur membre opérationnel de Soute au sein de l'escadrille d'hélicoptères de manœuvre numéro 3. Excellent technicien, vous êtes engagé 2 fois en mission au Gabon, à Djibouti et 3 fois dans le cadre de Barkhane. Vous êtes parmi les premiers engagés volontaires personnels navigants de la LAT. Maréchal des Logis, vous étiez débordant d'énergie, aimant le ski, la moto et la salsa. Toujours de bonne humeur et entièrement dévoué à vos camarades, vous étiez marié et chérissiez vos 2 filles. À votre mémoire, chers frères d'armes, nous associons celle de 6 commandos de montagne, éternellement liés à votre destin. Le chef d'escadron Romain Chomel de Charnieux, l'adjudant Alexandre Protin, le maréchal des logis-chefs Antoine Serre, le maréchal des logis-chefs Valentin Duval, tous du 4e régiment de chasseurs de Gap, l'adjudant Jérémy Lezy du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars et l'adjudant André Jouk du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol. En partant, vous nous laissez aussi des devoirs. Le premier d'entre eux sera de soutenir vos chères familles. La solidarité concrète de l'armée de terre, celle de vos camarades, vous est due. Nous vous la promettons. Vous pourrez toujours compter sur la famille de la LAT, réunie en nombre hier et aujourd'hui, soudée avec ses anciens, son entraide et tous ses amis. Notre second devoir envers vous sera de poursuivre résolument votre engagement. À votre image, la tête haute, nous conduirons nos missions avec abnégation, y compris dans les conditions les plus difficiles, pour le succès des armes de la France.
C'est tout le respect que nous vous devons. Au personnel du régiment du Béarn, je veux enfin témoigner mon admiration. Ici, à Pau, j'ai vu dans vos regards l'émotion, la tristesse, mais aussi la fierté des esprits résolus. Votre réaction dans l'épreuve, sous le commandement du lieutenant-colonel Karl Flambry, force le respect. Là-bas, en opération, vos camarades du groupement tactique du désert aérocombat, sous le commandement de votre chef de corps, le colonel Loïc Kreshkadek, poursuivent le combat avec une détermination sans faille, essentielle au succès de la force Barkhane. Que Sainte Clotilde, patronne de l'aviation légère de l'armée de terre, les accompagne tous. Fermez le banc. Voilà donc pour l'éloge funèbre du général de brigade Bertrand Valette d'Orsiac, qui est le commandant en chef de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Normalement, dans la suite de la cérémonie, le tarmac du 5e RHC va être survolé par 2 hélicoptères qui font partie de l'équipement de ce 5e RHC. Sont présents aussi sur ce tarmac les familles qui font face au cercueil, mais que nous ne voyons pas sur cette image pour respecter leur deuil, ainsi que d'autres forces spéciales qui sont en retrait, que nous ne voit pas également et qui ne sont pas filmées. Et au milieu des autorités se trouve également le général Goutte. Mon général, quelle est sa fonction ? Qui commande la 4e brigade d'aérocombat, dont le poste de commandement est à Clermont-Ferrand, et donc qui a autorité sur les 3 régiments d'hélicoptères de combat de l'ALAT. On va voir passer les appareils, on voit passer les appareils à l'écran, vous les voyez ici. Donc là on a les 2, un Cougar, c'est ça, et un Tigre. Et un Tigre sur la gauche. Le Tigre sur la gauche, qui est un hélicoptère de combat, d'appui par le feu, et un hélicoptère de manœuvre.
Ce sont ces 2 appareils qui se sont télescopés, c'est ça en général, durant l'opération au Mali. En fait, les pilotes de ces appareils sont l'un au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un pilote et un opérateur de l'armement. En fait. D'accord. Donc ils survolent la base du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau où se déroule cette cérémonie d'hommage militaire en présence des familles aux 7 militaires du 5e RHC tombés au combat au Mali, à bord donc de ces appareils que l'on voit survoler la base tombée lors d'une opération commando dans cette zone très sensible du Sahel et de l'Afrique dont on parlera tout à l'heure. Un mot peut-être sur ce qu'a dit tout à l'heure le général de brigade Bertrand Vallet d'Orcia. Il disait bien plus que des héros, vous êtes des conjoints, des pères, des camarades. Maintenant, voilà, c'est le quotidien des familles. C'est le quotidien le quotidien très, très difficile qui va reprendre pour les familles. L'être cher a disparu, donc l'épouse, la compagne, les enfants, les parents vont devoir je dirais gérer la situation en faisant leur deuil et en essayant de passer sur ce qui n'est pas forcément possible, sur cette perte cruelle, brutale surtout, très brutale. Il s'agit d'un événement survenu brutalement alors qu'on ne s'y attendait pas. On parle souvent des cellules psychologiques pour les civils en cas d'accident, de faits divers, mais en fait ces cellules psychologiques, elles ont été créées par les militaires. Alors les cellules, oui, pour partie, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu à partir il y a une bonne dizaine d'années maintenant qu'il pouvait y avoir des conséquences psychologiques à l'issue des combats, et un certain nombre, notamment au niveau du service de santé des armées, des spécialistes psychiatries se sont penchés sur ce sujet et entourent les combattants notamment. Avant, pendant et après, c'est ça surtout au retour. Surtout au retour. Mais et pour les familles aussi. Pour les familles, ça peut être le cas. Donc là, on voit le cortège des 7 corbillards qui vont venir chercher les 7 cercueils déposés donc face aux familles avec le drapeau tricolore. Et la Légion d'honneur qui est dessus, qui a été remise hier par le chef de l'État aux Invalides. Alors rappelons peut-être que ces 7 militaires tués au combat avaient été âgés entre 28 et 35 ans. Pour certains, c'était leur première mission extérieure, pour d'autres leur 3e ou 4e, voire 5e. Dans quel état d'esprit on est quand on part en opération, comme ça, sur un terrain de combat? Je crois que le plus dur ou le plus marquant, c'est la première fois. La première fois, donc on sort d'une formation plus ou moins longue et on se demande toujours comment on va réagir. Après, nous sommes extrêmement bien formés et bon, tout se passe bien, mais on s'interroge forcément sur ses réactions, sa capacité à endurer certaines situations.
cette dépouille qui vont à présent traverser en fait toute la base lors d'une haie d'honneur qui va communiquer entre l'intérieur du 5e RHC et l'extérieur de cette base située à Pau-Usin. C'est le plus lourd, cela fait 36 ans que l'armée n'avait pas eu un aussi lourd bilan lors d'une opération militaire. Exactement, c'est le plus lourd bilan après l'attentat du Drakkar, donc en 1983, l'automne 1983, où nous avions eu 58 militaires de tués. Et puis plus récemment, il y a eu l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan à l'été 2008. Puisque là, ici, nous avons les 7 militaires du 5e RHC, mais au total, ce sont 13 militaires qui sont décédés. 13 militaires, puisqu'il y en avait 6 4 du régiment de chasseurs de Gap, 1 du 93e régiment d'artillerie et 1 du 2e régiment étranger du génie. Les corps seront ensuite rendus aux familles et l'inhumation aura lieu pour certains dès demain, pour certaines familles dès demain ou ces jours prochains. Comment ça se passe ensuite en général sur l'accompagnement des familles par l'armée juste après cette phase officielle que l'on voit en fait? Alors l'accompagnement officiel, c'est-à-dire que tous les services sociaux des armées vont si tant est que le conjoint, enfin l'épouse, la compagne le souhaite, faire un peu le bilan de ses besoins, de ses difficultés, de ses aspirations, et essayer de l'appuyer. Ça peut être la recherche d'un travail, mais ça va être aussi de par tous les compagnons d'armes. Donc là, pour le cas du régiment, ça va être un souci permanent. Ça peut être de l'invitation à certaines cérémonies, mais ceci dans la durée. Ça n'est pas terminé au bout de 6 mois. Ça peut durer des années, comme je précise, dans le respect des volontés de la personne, de la famille, si elle le souhaite. Puis il peut y avoir aussi un soutien religieux des différents cultes représentés sur chaque base. Ça peut avoir de multiples facettes. Ça peut être lors des cérémonies, l'accompagnement, la prise en charge, les transports, le logement, parce que les familles sont un peu forcément perdues. Elles sont prises en main pour ne pas avoir à se soucier de détails. Il y a aussi, je crois, l'association Entraide Alat, qui est une association il y a des associations d'entraide. De veuves de militaires, c'est ça, au combat notamment. Il y a une association aussi qui s'appelle l'ADO. Il y a tout un tas d'associations. Donc ça, c'est pour les militaires morts, enfin décédés. Il y a également une structure pour les blessés. Donc, pour la prise en charge des blessés et de leur famille. Alors la prise en charge des blessés pour bien entendu au plan médical et surtout l'environnement, éventuellement retrouver un travail pour ceux qui sont lourdement handicapés. On n'en parle peut-être pas assez, mais nous, depuis que la France est engagée dans des OPEC, j'allais dire depuis ces 20 dernières années, les blessés c'est par centaines. On n'en parle pas souvent.
parfois des petits reportages à la télévision, mais ça n'est pas c'est aussi quelques-uns. Ça, le quotidien des armées françaises. Alors en attendant peut-être que le cortège traverse cette haie d'honneur qui va relier l'intérieur et l'extérieur de la base, peut-être un mot sur ces opérations là qui sont menées en ce moment au Sahel, dans une zone très sensible, une zone stratégique. Vous connaissez très bien l'Afrique. Pourquoi cette zone de combat, la zone Barkhane autour du Mali, est une zone stratégique ? Alors c'est une zone stratégique parce que c'est ce qu'on appelle la bande sahélo-saharienne, BSS, dans notre jargon. C'est une zone instable parce qu'elle est aux confins de deux mondes, l'Afrique. On voit cette zone justement. Voilà, donc si vous voulez, entre ce qu'on pourrait qualifier d'Afrique du Nord, c'est-à-dire les pays des Maghreb, et l'Afrique noire proprement dite. Donc ça, c'est une zone intermédiaire qui a toujours été plus ou moins instable, ne serait-ce à l'origine que par des antagonismes ethniques. Il ne faut pas oublier que toute la partie nord de ces pays a été contrôlée par des nomades, toute la partie sud étant l'Afrique noire par des gens plus sédentaires. Bien sûr, c'est une zone, ce qu'on appelle une zone grise, une zone de trafic, où les activités terroristes ont pu s'implanter facilement. Alors, pour des raisons tout à fait diverses et propres à chaque pays, et qui s'appuient notamment pour vivre sur des trafics divers. Et aujourd'hui, l'armée française est en fait la seule grande armée européenne capable d'aller là-bas. Alors, en l'état actuel des choses, l'armée française était la seule armée européenne capable, je dirais, opérationnellement d'aller là-bas, d'y combattre. Et elle le fait, elle a quand même certains appuis logistiques d'un certain nombre de pays, mais pour l'essentiel, les opérations de combat sont menées effectivement uniquement par l'armée française. Et donc ça a coûté la vie à 41 hommes depuis 2013, dont 13 lundi dernier et 7 sur la base de Pau où se déroule donc cette cérémonie d'hommage militaire. Alors à partir du moment où les honneurs ont été rendus à l'étendard, en fait, et que l'étendard est reparti, la cérémonie était terminée. La cérémonie officielle est terminée. Donc pendant ce temps-là, en fait, les 7 corbillards sont en train normalement de remonter
la base du 5e RHC pour traverser une haie d'honneur. Peut-être nous le verrons tout à l'heure à l'image. Le portail en tout cas a été, communiquant vers l'extérieur, au 5e RHC a été ouvert. Quand nous aurons cette image, nous vous la proposerons. Le 5e RHC qui est implanté à Pau depuis 1977, il fait corps aussi avec la ville, c'est ça aussi qui crée aussi de l'émotion peut-être. Son stationnement, en fait, et la durée du stationnement font qu'il a une proximité très particulière avec la ville. C'est le cas souvent des régiments? Alors c'est souvent le cas des régiments. Plus la ville est petite, plus elle s'identifie à la vie de son unité. D'autant que les familles vivent, vont à l'école. Voilà, tout le monde se connaît. Et on a vu à Pau, dès mardi soir, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies devant la mairie où avaient été dressés les portraits des 7 militaires tombés avec les 6 autres hommes au Mali. De plus, les militaires ou leurs familles participent souvent à la vie associative locale, que ce soit dans des clubs de sport, des clubs divers, des activités diverses. Des familles qui sont familles militaires souvent discrètes, quand même, mais très intégrées. Quel ressentiment vous avez de voir cette émotion populaire, vous, en tant que militaire, autour d'un drame qui frappe comme ça nos armées? Finalement, c'est réconfortant. Comme je disais en début d'émission, il est quand même réconfortant de voir que la France commence à prendre conscience de cette situation un peu particulière que nous vivons. Alors bien sûr, il y a les opérations de combat à l'extérieur qui sont des opérations dures, qui se passent loin de chez nous. Mais la France, les Français ont quand même conscience de ce qui s'est passé il y a quelques années. Les attentats ont quand même laissé des traces profondes. Et probablement on fait qu'un certain nombre de jeunes se sont peut-être engagés à cause de ces attentats-là pour un besoin de répondre un peu à l'appel de la patrie, à l'appel du pays. Je pense que les Français commencent, et je pense que ce qui s'est passé hier, cette cérémonie-là, sera peut-être un tournant. Et il est bien aussi que les médias se soient intéressés à ce drame. Si je peux formuler un vœu, c'est que ça ne retombe pas comme le soufflet. Sans souhaiter forcément pour autant que nous connaissions à nouveau des drames pareils. On va voir dans quelques instants une image qui est tournée à l'extérieur de cette base du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, celle de ces motos de la gendarmerie nationale qui vont accompagner dans quelques minutes le cortège des 7 corbillards qui vont traverser donc toute cette base de Pau pour sortir, et les corps seront ensuite rendus aux familles qui étaient présentes pour cette cérémonie militaire privée que vous n'avez bien sûr pas vue à l'image. Cela faisait partie des conditions sine qua non pour la retransmission de ce moment partagé entre la famille et le corps militaire, comme vous nous l'expliquiez. Un drame qui laisse quand même 13 orphelins au total. Comment ces enfants sont pris en charge après, au-delà du cercle familial, pour un soutien financier ou comment? Alors ça c'est un peu suivant le désir des familles, mais il est certain que notamment ils pourront, s'ils le souhaitent, avoir un accès préférentiel dans les lycées militaires. Ils peuvent être ou suivis de différentes manières. On appelle les enfants pupilles de la nation. C'est un peu ce principe. Le plus dur peut-être maintenant pour ce 5e régiment d'hélicoptères de combat, c'est de reprendre l'entraînement, le quotidien. C'est de tourner la page, mais je pense que pour ceux qui, donc sous le commandement de leur colonel, qui lui est au Mali, je pense qu'ils ont déjà repris les opérations. Ils ont tout ça en tête. Ils ont certainement vu les images de l'hommage national.
mais le combat a repris le dessus. J'interviens un petit peu pour dire que nos structures de régiment font que le colonel est présent, lui, sur le terrain avec ses machines, ses hélicoptères qui sont au combat. Le commandant second, le numéro 2 du régiment, lui reste à balle d'arrière. On a vu le colonel Karl Flambry. Et voilà. Et lui va avoir à gérer tout ça, tous ces problèmes de famille, en plus de la vie quotidienne du régiment, quoi. Donc ce sont des tâches bien partagées. Le commandant second a également une lourde tâche, si vous voulez, dans la vie du régiment. Un régiment au combat, comme ça, sur une opération extérieure, quel est son quotidien ? Tous les jours, il y a des opérations armées comme celle qui a coûté la vie à 13 hommes lundi, ou quel est le quotidien de ces hommes, c'est en fonction des circonstances. Après, se pose le problème ou la question, vous avez pas forcément tous les jours, puisqu'il faut faire rotation des machines, les entretenir de temps en temps. Mais s'il y a un gros coup, tout le monde va devoir partir. Bon, mais si vous voulez, l'essentiel, c'est le combat. Bon, il y a quand même des périodes pour faire un peu de sport, un peu de garder la forme physique. Et qu'est-ce qu'on demande à un pilote, ceux qui sont présents au 5e RHI de Pau, quelle est la qualité d'un bon pilote de l'aérocombat? C'est un fin tacticien, je dirais avant tout, bon, ça n'est pas ma spécialité, donc j'ai du mal à parler. Mais pour moi, parce que je l'ai quand même côtoyé, c'est le calme. Oui. Je sais qu'ils sont compétents, je sais qu'ils sont efficaces, etc. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est leur calme. Leur calme dans les ordres à la radio, la manière... ce calme face à des situations extrêmement difficiles. Et je dois dire que je suis admiratif devant leur professionnalisme. Merci beaucoup, Général Alain Caplin, pour toutes ces précisions. Voilà donc pour cette retransmission directe de cette cérémonie d'hommage militaire privée au 5e régiment d'hélicoptères de combat qui a perdu la semaine dernière 7 de ses hommes, 13 militaires morts au combat au total. Avec votre présence, je remercie également les équipes techniques de France 3 qui ont permis cette réalisation du direct et le 5e RHI de nous avoir permis de le faire ce soir. L'invité du 19h sera le général Jean-Marc Laurent aux côtés de Serge Guigné. Une actualité à retrouver sur notre site internet. Restez avec nous.